Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à notre chaîne. Bienvenue dans Afrique Midi. Nous partons tout de suite avec les titres de l'actualité. À la une, le Burkina Faso avec le nouveau gouvernement de la transition qui a tenu hier son premier conseil des ministres. Pendant ce temps, des protestations ont eu lieu à Ouagadougou contre la nomination d'Adama Sagnon au poste de ministre de la Culture et du Tourisme. Dans l'actualité internationale, pas d'accord sur le nucléaire iranien. La communauté internationale et Téhéran n'ont pas réussi à se mettre d'accord après une semaine de discussions. Les deux parties se sont donné 7 mois de réflexion. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Tout d'abord, ces premiers résultats provisoires en Tunisie de la présidentielle. Selon ces premiers chiffres qui viennent d'être annoncés, Béji Essebsi serait en tête de ce premier tour avec 39,46% des voix contre le président sortant Monsef Marzouki qui lui aurait obtenu 33,43%. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition du soir. Je vous l'annoncer en titre au Burkina Faso, le mouvement de protestation des travailleurs du ministère de la Culture et du Tourisme. Ils protestent contre la nomination de Adama Sagnon à la tête de leur département. À peine annoncé hier, le gouvernement de transition que la nomination des membres de ce gouvernement fait déjà grincer les dents. Adama Sagnon, titulaire du département en charge de la culture, est contesté par des travailleurs de ce ministère, soutenu par des acteurs du domaine de la culture. Les griefs, le rôle de ce magistrat dans l'affaire Norbert Zongo. Adama Sagnon a été acteur dans le dossier Norbert Zongo qui n'a toujours pas connu d'épilogue. Ne serait-ce que pour ça, être dans un gouvernement qui va s'occuper de ce dossier, bonjour les dégâts. Deuxièmement, Adama Sagnon n'est pas un homme de culture. Jusqu'à preuve du contraire, qu'il nous prouve en quoi il connaît un dossier de la culture. Nous appelons à sa révocation pure et simple. En tout état de cause, les manifestants se disent déterminés et attendent une réaction conséquente de la part des plus hautes autorités de la transition. Et le gouvernement de la transition qui a tenu ce lundi son premier conseil des ministres, une première rencontre qui a duré 1 heure de temps, qualifiée de conseil de prise de contact. Nous écoutons ici au sortir le Premier ministre Isaac Zida et également le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Voilà, on a pu discuter avec son Excellence le Président de la transition et avec son Excellence le Premier ministre, évidemment, avec les autres ministres. Et je pense donc que c'est un message fort qu'on lance. On aurait un gouvernement de combat qui va s'atteler donc à travailler sur beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations, notamment donc les questions de justice et les questions liées donc à l'amélioration des activités au niveau social des populations et évidemment aussi les questions liées à la lutte des réformes profondes, comme je le disais, dans le secteur de la défense, dans le secteur de la justice et aussi dans le secteur économique. Vous savez très bien que dans ce pays, il y a eu tellement de corruption, il y a eu tellement de passe-droit, et il y a eu des attitudes qui mettaient certains Burkinabés au-dessus d'autres. Et tous les Burkinabés n'étaient pas égaux devant la loi. Nous pensons qu'il faut corriger tout cela et ça, c'est la priorité de notre gouvernement. Vers un renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila vient de dépêcher à Dakar un envoyé spécial auprès de son homologue sénégalais. Cela dans le but de redynamiser les relations dans le domaine de la sécurité et de l'économie. Je vous propose d'écouter à ce sujet le vice-ministre congolais des Affaires étrangères. Le message porte sur les relations combien fraternelles qui existent entre nos deux pays. Les relations sur la coopération économique, la coopération sur des problèmes qui concernent la gestion des questions sécuritaires, non seulement en République démocratique du Congo, mais dans la région en général. Dakar et Kinshasa ont toujours été parfaites. Et je crois que vous le savez vous-même. Et je vous rappelle même que
il y a des enfants sénégalais ici qui ont du sang congolais dans leurs veines. Tout comme à Kinshasa, la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a eu depuis longtemps un mixage entre nos deux peuples frères. Ce sont des peuples frères. Donc les relations sont excessivement excellentes et notre rôle, c'est renforcer ces relations. Et c'est ça le message que le président de la République m'a demandé d'apporter ici pour préciser en fait les actions convergentes, les actions conjointes qui doivent être menées par les deux pays. Donc de ce point de vue, vous savez que le président Macky Sall dans quelques jours va reprendre le flambeau pour devenir le prochain président de la francophonie. Et encore une fois, c'est son frère qui va lui transmettre ce symbole. Et je crois que c'est un signal fort. Fin ce dimanche à Bamako, au Mali, du 3e congrès ordinaire de l'URD, l'Union pour la République et la démocratie. À l'issue du congrès, le tout nouveau président fraîchement élu, Soumaïla Cissé, un homme comblé, a exprimé sa joie et les défis qui l'attendent à la tête de ce parti. Je vous propose de l'écouter ici au micro de Aminata Mariko et de Moussa Bari. Aujourd'hui, pour l'URD, c'est un grand jour. Nous avons dit avant, on était dans l'opposition, mais le Congrès le confirme. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Au-delà des responsables, c'est le peuple IRD. Et le peuple IRD, vous devez savoir que chacune des communes du Mali est représentée à nos congrès. Nous avons plus de 1000 délégués ici. Donc c'est un grand moment et je me félicite vraiment de la confiance placée à moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de défis à relever demain. Ce qui est remarquable à l'URD, c'est que nous sommes restés unis. Nous sommes restés soudés. Vous savez, comme vous dites, c'est la période des vaches qui divaguent. Ça veut dire que l'optimisme est là. Ça veut dire que nous sommes sur une voie vertueuse. Et que c'est pour ça que le défi est important, comme vous le dites. Mais il faut encore plus que ça pour faire face à la situation. Et je crois que c'est ça qui nous encourage, c'est ça qui nous met sur le droit chemin, c'est ça qui nous motive davantage. Aujourd'hui, quand on voit l'appel des populations à notre montée, quand on voit le nombre de gens qui étaient présents, on se dit qu'on aurait pu encore prendre une salle beaucoup plus grande. Mais je crois qu'il faut être optimiste, mais il faut rester humble aussi, et savoir que le travail est là, savoir que les gens ont des problèmes au quotidien, savoir que des gens ont leurs problèmes qui peuvent faire qu'à un moment donné, ils peuvent douter. Mais je crois qu'aujourd'hui, le doute n'est pas permis à l'URD, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'enthousiasme. C'est ça qui nous encourage. Restons au Mali. Les responsables de la société TNT Sat Africa ont entamé ce lundi une formation des agents installateurs de la télévision numérique terrestre. Environ 1000 jeunes répartis en plusieurs groupes participent à cette première phase. Le compte rendu ici de Aminata Mariko et de Daouda Doumbia. À l'instar des autres pays, le Mali est engagé dans le processus de migration vers le numérique à l'horizon juin 2015. Une révolution qui nécessite l'adaptation des équipements et la formation des ressources humaines qualifiées dans le domaine. Ce programme est constitué à former des formateurs d'abord et puis après la formation des installateurs qui auront en charge l'installation des équipements de TNT Sat Africa. Il s'agit essentiellement de former des techniciens qui seront en charge d'installer des paraboles et des antennes IHF qu'on appelle couramment antennes TNT. Donc au fin de cette formation, on aura des techniciens qui sont aptes à installer des paraboles, des antennes IHF et également à faire l'entretien et la maintenance des équipements de réception TNT Sat Africa. La société TNT Sat Africa, plateforme satellite installée en Afrique francophone au sud du Sahara, est basée à Bamako, s'attelle donc à la formation d'environ 3000 jeunes techniciens et électriciens maliens recrutés sur l'ensemble du territoire avec le concours des structures techniques du ministère malien de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et on les explique déjà les fondamentaux de la télévision numérique. C'est quoi la télévision numérique terrestre? Et on les explique comment installer quels sont les équipements nécessaires pour la télévision numérique terrestre et on les apprend aussi comment les installer dans les règles de l'art, de telle sorte que
le numérique tant entendu soit vraiment dans tous les foyers. Au terme de ce programme Elevate Mali, ces jeunes techniciens deviendront des opérateurs économiques dans les différentes régions avec comme spécialité installateurs et fournisseurs de services dans le segment télévision numérique. Ces jeunes, déjà, ils sauront c'est quoi les métiers de l'industrie de la télévision numérique terrestre. Ils sauront installer normalement la TNT et après, ils deviendront, avec toutes les techniques qu'on va les apprendre, ils deviendront des as de l'installation de la télévision numérique terrestre et ils seront des auto-employeurs. Ils pourront créer, si tu veux, des séminaires de formation, ils pourront installer des décodeurs TNT-SAT dans les différentes régions. Et voilà, c'est des auto-employeurs. Au plus tard, mi-décembre, il y aura déjà des box TNT-SAT sur le marché. Et ces installateurs, dans 2 jours, ils seront prêts et opérationnels pour attendre la télévision numérique terrestre et aussi par satellite. Les formateurs abordent des termes ayant trait au matériel adéquat, une installation TNT ainsi que les astuces pour réaliser une installation de qualité. Le 25 novembre, c'est la date choisie par les Nations Unies pour célébrer la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. À l'instar de la communauté internationale, ONU Femmes célébrera à partir de ce 25 novembre jusqu'au 10 décembre prochain la 24e édition des 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes. En prélude à cette campagne, une conférence de presse a été animée ce lundi dans les locaux de la structure à Bamako au Mali. Dja Kadija Tangara et Cheikh Tidjane Koulibaly pour le point. 16 jours d'activisme, c'est le nom de la campagne de lutte contre la violence faite aux femmes. Initiée par l'ONU Femmes, elle a pour but de galvaniser les actions visant à mettre fin à la violence basée sur le genre. Elle doit s'étendre du 25 novembre au 10 décembre prochain pour sa 24e édition. Cette année, nous nous réunissons pour pouvoir commémorer cette période avec des actions phares. Ces actions contribuent à mobiliser des forces vives du pays contre les actes de violence contre les filles et contre les femmes. Nous avons essentiellement 2 campagnes à lancer cette année. Une campagne de Beijing plus 20 qui regarde de façon rétrospective sur les acquis de la plateforme de Beijing. Vous savez qu'en 1995, le monde entier s'est réuni pour définir les normes de l'égalité homme-femme selon 12 points. Et 20 ans après, la question c'est de savoir quels ont été les progrès qui ont été accomplis. Ensuite, le deuxième, c'est justement he for she, he pour il et she pour elle. Quelles sont les actions et les actes que les hommes s'engagent à poser pour accélérer l'atteinte de l'égalité homme-femme? Selon les chiffres de l'ONU Femmes, 35% des femmes et des filles seront victimes de violences physiques ou sexuelles dans leur vie. Pour éradiquer ce fléau au Mali, l'organisation internationale et le gouvernement malien comptent sur l'accompagnement de la presse. Journalistes, vous, hommes de la presse, donc on a vraiment besoin de vous et nous voulons que vous nous accompagniez dans cette activité de campagne de lutte contre les violences basées sur le genre. Nous comptons énormément sur vous parce que sans vous, nous seuls, on n'y arrivera pas. C'est ensemble qu'on peut arriver et surtout avec la presse. Donc les hommes de la presse, nous avons besoin de vous et nous voulons que nous travaillions ensemble pour vraiment faire le maximum par rapport à ces 16 jours de campagne pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Rappelons que les 16 jours d'activisme 2004 de l'ONU Femmes sera célébré autour de 3 événements majeurs. La cérémonie officielle de lancement ce 25 novembre, la cérémonie commémorative Beijing plus 20, Parole des filles, et le lancement de la campagne He for She, prévue le 4 décembre prochain.
Hors de nos frontières, il faudra donc attendre à nouveau de longs mois pour parvenir peut-être à un accord sur le nucléaire iranien. Pour la deuxième fois cette année, les négociations entre Téhéran et le groupe des 5+1 ont échoué. Les deux camps se sont donné 7 mois de plus pour parvenir à une impasse. Essayer de faire bonne figure malgré l'échec, les différents protagonistes réunis à Vienne ont tous voulu retenir du positif. Nous avons fait d'importants progrès et de nouvelles idées ont fait surface. C'est pour cette raison que nous avons conjointement, les 5+1 et l'Iran, décidé d'étendre les discussions pour 7 mois. Téhéran et les grandes puissances se donnent donc jusqu'au 30 juin 2015 pour trouver un accord. Le Congrès américain, désormais majoritairement républicain, a fraîchement réagi à cette prolongation des pourparlers et certains parlementaires réclament de nouvelles sanctions contre Téhéran. Avec le changement de majorité au Congrès, avec les républicains en position de force, ils vont certainement s'en servir pour faire pression sur le président Obama. Et bien sûr, avec les élections de 2016 qui approchent, tout est permis. En attendant, Téhéran continue à affirmer que son programme nucléaire est uniquement à des fins civiles et continue aussi à subir les sanctions internationales. Des sanctions qui fragilisent l'économie iranienne et à travers elle, le président Hassan Rouhani, qui s'est exprimé à la télévision locale. Oui, il est juste que pendant ces discussions, nous ne sommes pas arrivés à une conclusion finale. Mais la situation d'aujourd'hui par rapport à il y a 3 mois, il y a beaucoup de différences et encore plus de différences par rapport à 6 mois auparavant. Les pourparlers étant prolongés de 7 mois, l'Iran va continuer à bénéficier, comme c'est le cas depuis 1 an, d'un dégel de ses avoirs à hauteur de 700 millions de dollars par mois et s'abstiendra en échange d'une partie de ses activités nucléaires. En somme, le statu quo. Voilà, 7 mois de plus pour en venir à un accord. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Nos programmes continuent. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.